Bon, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Marc, votre micro. Oui, ça marche. Ça va comme ça franchement, moi, je suis super content. Je suis super content de voir l'équipe pédagogique du Master RH et RSE, de voir des anciens et des nouveaux du Master RH et RSE, de voir des gens que je ne connais pas aussi. C'est très plaisant pour une soirée d'exception, parce qu'on a le plaisir de recevoir Jean Auroux et Rémi Bourguignon pour échanger peut-être sur l'histoire et l'actualité du dialogue social à la française. Alors Jean Auroux, pour ceux comme moi qui n'étaient pas là, c'est donc un ancien ministre du Travail, des premiers gouvernements Mitterrand, maire de Roanne, député, figure du Parti socialiste, auteur d'un livre donc sur son chemin républicain qui nous explique comment de la ferme au lycée en tant que lycéen, puis professeur, puis maire, puis ministre, puis député, peut-être des choses, peut-être que je dis tout ça un petit peu dans le désordre. Enfin bref, donc un acteur majeur des relations sociales en France. Donner son nom à des lois, c'est pas banal. Et donc les lois Auroux, ça s'inscrit quand même, à mon sens, quand même dans toute une lignée. Si on pourrait retracer cette lignée rapidement, mais enfin on est quand même dans l'histoire des rapports de force. On a les lois Chapelier qui interdisent les syndicats, les lois Waldeck-Rousseau qui les rétablissent, on a le Front populaire, on a Alexandre Parodi et Ambroise Croizat pour les classifications et la Sécu à la Libération. On a les lois Auroux, et dans les grands bâtisseurs du système, peut-être qu'on a Emmanuel Macron et ses ordonnances, qui sont le dernier moment fort de cette histoire. Je ne vais pas dire grand-chose de plus, mais deux choses que je retiens des lois Auroux. Le silence des hommes derrière le bruit des machines. Donc une formule qui fait... bon, j'allais dire qui fait tilt, enfin qui marche bien et qui veut tout dire. C'est comment redonner sa place finalement à la liberté d'expression des travailleurs. Et puis dans les mêmes lois Auroux, les prémices de quelque chose qui est vraiment d'actualité, c'est les premières lois antidiscrimination qui portaient d'abord donc sur des problématiques d'expression d'opinion. Donc ça porte sur la politique, les syndicats, la religion. Et donc ce serait intéressant de savoir pourquoi en 1981 d'ailleurs on se préoccupait de ça. Alors donc Jean Auroux, un interlocuteur de sommité, donc probablement un interlocuteur de François Mitterrand, puis maintenant un interlocuteur de Rémi Bourguignon. Donc une histoire d'échange. Rémi Bourguignon, universitaire, le fondateur d'une école française des relations sociales dans le domaine des sciences de gestion. Un parcours moins long pour l'instant, mais tout aussi prometteur. Un pilier de l'équipe de l'IAE de Paris, un compagnon de route de la chaire Mutation, Anticipation et Innovation. Et pour terminer cette introduction, un grand merci à Philippe Denimal qui a permis l'organisation de cette rencontre en nous mettant en contact. Voilà, donc un moment d'échange. Peut-être Rémi, si tu veux expliquer comment ça va se dérouler. Merci Florent, bonsoir à tous. Moi aussi je suis super content et très honoré d'être ici. Donc merci pour l'invitation, donc Florent, Nathalie, merci Philippe pour cette idée originale. Donc moi je réintroduis pas et puis je reviendrai pas sur le parcours parce que le parcours est très riche et on peut oublier des choses, mais on focalisera effectivement ce soir sur la partie 80-83, là sur les lois Auroux, la genèse. La manière dont ça va s'organiser, c'est de la manière suivante, c'est-à-dire que à ta présentation, on comprend tout de suite, la vraie star, c'est Jean Auroux ce soir. Donc, on va lui laisser la parole pour pouvoir revenir sur ces lois Auroux, philosophie et genèse des lois Auroux. Donc, vous allez prendre la parole une trentaine, quarantaine de minutes. Et puis après, on aura un échange où peut-être on approfondira certains points. On reviendra aussi sur ce qui a été la suite après les lois Auroux, parce que Florent, tu as rappelé l'histoire du fait syndical sur le long terme. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder ce qui s'est passé depuis les lois Auroux, et c'est pour ça que je trouve particulièrement pertinent de faire cette soirée, puisque les lois Auroux ont été un moment important. Et puis après, il y a eu
un peu un temps mort dans la réforme des relations sociales à la française, parce qu'il y a une vingtaine d'années où il ne s'est plus passé grand-chose, et puis le cycle de réforme a vraiment repris dans les années 2000, à partir de 2004, les lois Fillon, et on a eu une vingtaine d'années de réforme, et on peut se demander si on est dans le prolongement, dans la continuité de l'esprit des lois Auroux, ou est-ce qu'on est, il y a une rupture, il y a une discontinuité, donc peut-être qu'il y a un peu des deux d'ailleurs, donc on pourra revenir sur ces points-là dans la discussion. Et puis à la suite, on ouvrira évidemment la parole à la salle. Donc voilà, encore merci pour l'invitation, et donc je donne la parole à Jean Auroux. Vous permettez, je préfère me lever. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux puissances invitantes qui me donnent l'occasion de visiter l'IAE. Je connaissais pas mal d'autres lieux universitaires en France, parce que je fais actuellement, c'est mon côté militant attardé peut-être. Bon, je n'ai en 42, j'ai plus de fonction, j'en ai eu quelques-unes, mais j'aime rencontrer des gens qui s'intéressent au droit social, aux relations sociales, à la vie dans l'entreprise, et c'est la raison pour laquelle je vais bénévolement dans tout un tas d'institutions, et notamment dans le monde universitaire. Et je suis particulièrement heureux d'être à l'IAE, parce que vous vous occupez donc de l'insertion par l'économique, et j'ai été prof pendant 15 ans dans un lycée technique, enseignement général, bien que ayant fait des études de lettres, y compris une licence de latin, mais j'ai gardé la fibre professorale, et depuis plus de 20 ans, à Rouen, ma ville d'origine, j'anime avec une équipe un concept de formation qui est peut-être pas très loin du vôtre, je ne sais pas si vous pratiquez, c'est les entreprises d'entraînement. Donc il y a une tête de réseau, il y en a dans toute l'Europe, même dans certains pays. Donc moi j'ai la tête de réseau à Rouen. Les entreprises d'entraînement sont c'est le concept suivant. On crée une entreprise fictive. Alors forcément du tertiaire, hein, c'est pas de la mécanique. Et on met nos stagiaires, qui sont un peu comme vous de toutes catégories, de différents âges, on les met en situation de gérer cette entreprise. Et donc, alors il y a la comptabilité, il y a les statuts, il y a le droit, il y a le commerce, parce que en France, en principe, j'ai une centaine de sites par an. Il y en a 500 dans l'Europe, et on se voit, même si on fait des choses. Alors on fait des publications. Bon, souvent les dernières que j'ai fait, c'était sur la sécurité en entreprise, mais on se fait on a des foires, et bien que, alors les Allemands, les Anglais, les Belges ont des entreprises fictives, on se vend nos services. Et je peux vous dire que on case à peu près 70% de nos stagiaires dans la mesure où ils savent ce que c'est qu'un budget, ils savent ce que c'est que l'application du droit du travail, du droit du commerce, etc. Alors, j'ai gardé cette fibre, et c'est la raison pour laquelle je suis d'autant plus content d'être parmi vous. Alors, quelques mots de biographie. Je suis né dans une famille de paysans modestes dans la région de Rouen, 20 hectares, et donc j'ai fait mes études dans une école communale avec une petite particularité. Mon instituteur, le hussard de la République, cet instituteur était originaire, son père était militaire de carrière, et il a fait ses études au lycée d'Alger. Et il jouait au foot avec Albert Camus. Et ils avaient gardé des relations épistolaires, et de temps en temps, notre instituteur, dans un village de 600 habitants, recevait une lettre d'Albert Camus. Alors là, c'était silence dans la classe, en CM1 ou CM2. On lisait des extraits, donc j'ai été bercé par Albert Camus quand j'avais 10 ans. Non, pour la petite histoire, c'est pour montrer que on est dans un monde qui est parfois très ouvert. Donc, je fais des études à la faculté de Lyon, et puis après, pour payer mes études, je suis maître auxiliaire jusqu'à ce que je sois titulaire dans un lycée technique qui m'a permis d'approcher le monde du travail, parce qu'il y avait des ateliers, il y avait un certain nombre d'activités qui n'étaient pas simplement littéraires. Et donc j'ai fait aussi j'ai fait des manuels des manuels scolaires,
Et pendant 3 ans, j'ai été détaché auprès de l'Académie de Lyon pour sensibiliser. Et, vous voyez, il y a 40 ans, hein, sensibiliser les profs et les élèves à ce qu'on appelait à l'époque l'audiovisuel. C'est-à-dire l'usage de l'image, etc. Je faisais même des petits films avec... Donc j'ai eu un parcours assez varié. Et en 1972, création du Parti Socialiste, j'adhère, mais adhérent de base, sans perspective particulière. Je préparais le concours d'inspecteur, donc m'étais embarqué dans la vie professorale et universitaire. Et puis, 76, élection cantonale, maintenant dite départementale, hein. Et personne dans la section de Rouen, qui était pourtant, personne ne voulait y aller. Parce que bon, on connaissait pas, puis il y avait le conseiller général sortant était député, c'était Alain Ternoir, dont le père avait été ministre du général de Gaulle, donc personne ne voulait y aller, jusqu'au jour où le Parti Socialiste m'était envoyé un émissaire pour trouver un volontaire. Et donc il a fait le tour de tout un tas de gens, puis il est venu me voir. Je lui ai dit, bon, je ne fais pas partie de mes projets, mais il m'a dit, de toute façon, tu es titulaire, tu rapasses une bonne claque, et puis ça ne va pas faire mourir. Le problème, c'est que j'ai été élu conseiller général de la Loire, avec, pour ceux qui connaissent un peu, le président du conseil général est un homme qui était connu, c'était Antoine Pinet. Il avait 50 ans d'écart. Moi, j'étais la nouvelle génération. Et donc, 76, conseiller général. 77, élection municipale. Il se trouve que j'étais l'élu de gauche de la ville, donc j'ai fait une liste de gauche, socialistes, communistes, radicaux de gauche et, en 77, écolos. J'avais des écolos. Donc c'était la gauche large. 78, élection législative. Comme la gauche n'avait pas été au pouvoir pendant 25 ans, on ne se posait pas la question sur le cumul des mandats, et donc on dit bah, tu y vas, hein. Bon. Et j'ai été élu député. J'ai donc quitté le conseil général, élu député, et donc j'ai travaillé pendant 3 ans avec les socialistes, en particulier Mitterrand. Nous avions le même fleuve, Nevers et Roanne. Et donc, là, il me demande de participer à son équipe de campagne, qui était d'ailleurs au dernier étage de la tour Maine-Montparnasse. Il fallait faire un peu moderne. Donc on est allé. Mitterrand, 81, donc je suis toujours député. Mitterrand est élu député, président de la République. Alors là, on était très contents, mais moi, j'avais pas de perspective particulière, à tel point que j'étais parti avec mon équipe municipale, toutes tendances confondues, dans ma ville jumelle espagnole, Guadalajara, qui était passée à gauche aussi. Alors on se retrouvait pour faire la fête. Les Espagnols ont des capacités nocturnes tout à fait solides. Alors, là-dessus, je reçois un coup de téléphone. D'ailleurs, j'étais en Espagne. Le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, du nouveau, c'était Pierre Bérégovoy, ukrainien en passant, d'origine ukrainienne, je dis en passant quand même. Bérégovoy me téléphone, me dit, écoute, le président t'invite à boire le café le jour de ses prises de fonction. C'était le 20 mai. Alors bon, je dis oui. Puis il me dit, en rigolant un peu, il me dit, je crois qu'il ne va pas te proposer que le café. Alors vous commencez à vous poser des questions, donc je viens boire le café. On s'est un peu perdu dans l'Élysée parce que, pas dans les jardins où il y avait toute la gauche internationale, Kreski, Olof Palme, Madame Allende, etc. Et puis là, donc, il me voit, il m'appelle, on boit le café, puis alors il me dit, voilà, j'ai pensé à vous pour le gouvernement. Alors là, j'avais 39 ans, hein, si j'ose dire, en âge macronien. Et j'étais, comme je suis un amateur d'architecture et d'urbanisme, je pensais secrétaire d'État au logement.
Elle m'a dit, j'ai pensé à vous pour le ministère du Travail. Après 25 ans de gouvernement conservateur, et puis, bon, c'était très chaud déjà sur le plan social. Alors, je lui ai dit, écoutez, président, alors là, ça va peut-être faire sourire quelques-uns, peut-être ici. Je dis, président, je dois vous dire, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je ne suis pas juriste. Et on doit réformer, on a prévu de réformer le Code du travail. Et la réponse superbe, il me dit, justement, je ne veux pas un juriste. Vous êtes maire d'une ville ouvrière, Rouen, c'était le textile, c'était la mécanique, l'arsenal, enfin bon. Il m'a dit, je vous ai vu fonctionner, vous avez la sensibilité qu'il faut, vous trouverez les plumes pour écrire en forme juridique, mais c'est vous. Alors, avec l'insolence de mon âge, je lui dis, écoutez, président, si c'est un avocat qui me dit que c'est pas important d'être juriste, je vais vous faire confiance. Et là, il a ajouté, ce qu'on ne fait pas la première année, ou les 18 premiers mois, on ne le fait jamais dans un gouvernement. Et donc, je suis rentré chez moi, un peu d'émotion à la maison quand même, y compris les gamins 11 ans et 13 ans. J'étais au gouvernement, mais qu'est-ce que vont dire les copains? Parce qu'on oublie toujours ce registre-là. Et le lendemain, alors avec une élégance qu'on ne trouve plus actuellement, je ne veux pas citer l'ex-ministre de la formation professionnelle, Madame Grandjean, qui a appris par la presse qu'elle était virée, et c'est après qu'elle a reçu le coup de téléphone pour dire que vous n'êtes plus au gouvernement. Là, Mitterrand m'a téléphoné, m'a dit, je vous rappelle demain, le lendemain matin, à 11h, il m'a dit, voilà, dans 1 heure, on annonce le gouvernement, tout le monde est d'accord, vous êtes ministre du Travail. Et donc, je suis devenu ministre du Travail, avec quand même des interrogations lourdes pour savoir comment j'allais faire. Alors là, mon idée, puis ma nature, était de rechercher une démarche collective et solidaire avec les partenaires sociaux. Alors, d'abord, comme source d'inspiration, j'avais les 110 propositions de Mitterrand dans son programme qui avait été validé par le scrutin présidentiel. J'ai regardé aussi ce qu'on avait mis dans le programme commun avec le Parti communiste, qui était déjà un peu... Mais les communistes étaient au gouvernement, le premier gouvernement. Il y avait des choses intéressantes. Et surtout, je me suis servi, et ça, pour certains plus anciens, du volet social du Conseil national de la résistance. Quand il y a donc, pendant la fin de la guerre, il y a des politiques, d'ailleurs pluralistes sur le plan politique, qui se sont retrouvés pour dire, il y avait un volet militaire, bon, la résistance, et puis un volet social, et je m'en suis servi. Comme quoi, pour faire un projet, c'est bien d'avoir des racines. Et donc, j'ai préparé ça, et pendant toute l'année, tout l'été 81, j'ai travaillé avec les organisations syndicales, il y en avait 5 à l'époque, qui avaient l'irréfragabilité, c'est-à-dire qu'elles étaient reconnues d'office parce qu'elles s'étaient bien comportées pendant la guerre. C'était pas à coquiner avec les Allemands pour aller vite. Et alors, donc, mais j'avais 5 syndicats, il y avait moins de syndicats et malheureusement plus de syndiqués, avec des personnalités solides. Krasuki, la CGT, Edmond Maire, la CFDT, Bergeron, FO, Bonnard, CFTC, les chrétiens, Markelly pour l'encadrement, et puis du côté patronal, il y avait le CNPF et la CGPME. Donc j'avais 2 structures patronales et 5 structures syndicales. On a travaillé de façon très positive, soit collectivement, soit c'était soit des délégations de chaque côté, soit parfois en tête à tête. On disait, bon, jusqu'où tu peux aller, hein, moi, et puis autre chose. Je reconnais que Mitterrand et Mauroy, qui était Premier ministre, m'ont vraiment laissé, quand je vois aujourd'hui dans quel état sont les ministres par rapport au Premier ministre, au Président, ils m'ont laissé travailler. Il y a même eu des points sur lesquels j'ai négocié avec le Président. Le Président avait mis le droit de veto sur des décisions. Et les syndicats, le patronat, j'en parle pas, disaient c'est pas facile, droit de veto dans une usine de textile chez toi, derrière des machines à coudre, ça pose pas de problème.
si on a des vétos, on arrête tout dans une usine de sidérurgie, ça peut poser d'autres problèmes. Alors j'ai dit, écoutez, je suis pas chaud pour le garder. Et Mitterrand me dit, trouvez-moi un produit de substitution. Et c'est là que j'ai créé le droit d'alerte. C'est-à-dire quand les clignotants se mettaient au rouge ou à l'orange, on pouvait à ce moment-là imposer des initiatives. Donc j'ai fait ce travail et à l'automne, le 8 octobre, je l'ai présenté à la presse dans la fameuse salle des accords de Grenelle, devant la presse. J'étais pas habitué, puis c'était complètement loupé parce que l'après-midi j'enterrais ma mère qui était morte d'un cancer, mais peu importe. Et c'était donc ce document. Et un mois après, le Conseil des ministres a tout validé, parce que c'est périlleux quand vous faites un rapport. D'habitude, c'est un parlementaire ou un spécialiste qui est détaché, qui est missionné. Là, supposez qu'on me dise non, on prend pas ça, on prend pas ça. J'étais mort, j'étais politiquement mort ou faible. Eh bien, tout validé. Et après, toute l'année 82, j'ai décliné les choses. Petit détail quand même avant, 82, en juin 81, nous avons augmenté le SMIC de 10%, avec un effet de 50% seulement sur les charges sociales. Donc c'était quand même un signe matériel. Une autre chose dont on ne parle pas souvent, et je peux vous dire que ça a bien arrangé certains syndicalistes, le 4 août, c'est une date, le 4 août, on a fait voter une loi d'amnistie pour les salariés. Des fois, il y avait eu des bousculades dans des couloirs. Hein. Et donc, il y avait des plaintes déposées contre les syndicalistes en question. Avec Badinter, on a fait cette loi d'amnistie qui a fini. Alors, augmenter le SMIC, une loi d'amnistie, on crée quand même des conditions plus... Alors après, donc, vous avez des textes validés par un conseil des ministres, un président qui vous soutient, un premier ministre qui vous soutient, des collègues qui... quelques-uns ont un peu grogné parce que trouvaient que j'avais beaucoup squatté l'Assemblée. Ce qui explique la date du CNP. Et donc, il y a eu deux grandes étapes. Premier temps, on n'en parle pas toujours, on parle des lois aux roues, je s'appelle comme ça, hein, mais c'était première étape, c'était des ordonnances. J'ai fait des ordonnances les premiers mois, janvier, février, mars 82. Donc, vous savez, les ordonnances, c'est des lois, mais plus faciles à faire pour le ministre parce que vous faites voter une loi d'habilitation, c'est-à-dire que on vous dit, on vous autorise à légiférer tout seul, plus ou moins. Bon, mais c'est encadré quand même. Donc là, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais simplement qu'il faut savoir, c'est que il y avait des ordonnances sur la réduction du temps de travail. Sur la semaine, 39 heures payées 40. Sur l'année, généralisation de la 5e semaine de congés payés. Et sur la vie, retraite à 60 ans. Enfin, feu la retraite à 60 ans. C'était quand même substantiel. Et je peux vous dire que, j'avais pas besoin de 49-3 là, puis de toute façon on avait une majorité. Hein. Et aussi autre chose sur le problème de l'intérim. L'ordonnance sur l'intérim, l'intérim devait rester pour moi du remplacement ou du renfort, c'est-à-dire le contraire des Uber et autres plateformes. Donc, toute cette démarche-là, il y avait d'autres choses, mais c'est les plus importantes. Ça, c'est la séquence ordonnance en début d'année. Et puis après, les 4 lois, le 4 août, j'ai fait une fixation post-révolutionnaire. C'était, vous savez, sur la révolution, c'est la fin des privilèges. Et là, il y avait deux choses. C'est le droit d'expression. C'est là où vous prenez l'idée, l'entreprise doit pas être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes. Je fais ce droit d'expression que je n'ai pas voulu encadrer et qui, on en parlera peut-être, n'a pas bien fonctionné, du moins pas autant que je voulais, puisque,
on s'aperçoit que dans la vie, regardez les gilets jaunes, les paysans, ils veulent s'exprimer. Tout le monde a besoin. Et puis les réseaux sociaux, ça en est un exemple aussi. Bon. Et puis le droit disciplinaire, c'est-à-dire, alors là j'ai eu droit, la gauche m'a dit c'est pas vrai. Un ministre de gauche, il crée un droit disciplinaire, mais non, c'était simplement le contrôle par l'inspection du travail des règlements intérieurs. Parce que je peux vous dire qu'en tant que ministre, j'en ai trouvé quelques-uns qui étaient quand même quelque chose de rare, hein, au point de vue droit des personnes. Hein. Donc voilà, ça c'était la partie droit d'expression, etc. Ensuite, ça c'était la première loi. Ensuite, il y a eu la loi sur, il faut que je retrouve mes dates parce que je finis par le 28 octobre. Ça a été sur les institutions représentatives, c'est-à-dire que l'idée de base, la philosophie de base, c'est ce qu'avait dit Mitterrand que j'ai repris, c'est les travailleurs sont des citoyens dans l'entreprise et deuxièmement des acteurs du changement dans l'entreprise. La citoyenneté, c'est vrai que j'avais un premier adjoint, communiste d'ailleurs, qui était tourneur. De bon niveau intellectuel. Il me dit, donc il s'occupait quand même, premier adjoint, d'une ville de 40 000 habitants, c'est pas rien. Il me dit, je pousse la porte de l'entreprise, je ne suis plus rien. Et c'est là que c'était les droits individuels. Alors ça, les droits individuels, c'est droit d'expression, règlement intérieur, puis après j'ai eu le droit de retrait d'une situation de danger qui continue à bien fonctionner, donc des droits individuels. Et puis, il y avait aussi des droits collectifs, et là, on s'adresse aux organisations syndicales, aux institutions représentatives, avec plusieurs choses. Renforcer les syndicats, leur rôle, les reconnaître et renforcer, avec de la formation, de l'information, et puis quelque chose qui a fait un peu tousser le patronat, le 0,2% de la masse salariale, pour qu'ils aient un budget propre, et notamment pour faire des audits, pour faire des études, des expertises, etc. 0,2%. Et puis, les deux produits phares, si j'ose dire, il y avait délégués de site, délégués du personnel renforcés, il y en a qui en ont d'ailleurs disparu depuis, mais il y avait cette idée d'un binôme de comité d'entreprise qui était en charge du suivi économique de l'entreprise. Et le CHSCT, qui est le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors c'est la loi du 23 décembre, parce que les autres ministres disaient je voudrais bien pouvoir aller à l'Assemblée pour faire voter mes lois. Donc c'est pour ça que celui-ci a été... il y a l'autre était sur les institutions représentatives, c'était le 13 novembre, et le CHSCT, c'était le 23 décembre. Mais, comme on dit les syndicalistes, c'est notre cadeau de Noël, qui a été supprimé depuis. Mais l'idée était de faire en sorte qu'on ait des délégués du personnel, des syndicalistes, qui s'occupent de la vie concrète de l'entreprise. Il existait avant des CHS, après la Seconde Guerre mondiale, comité d'hygiène et de sécurité, mais qui a des vocations hygiénistes et sécuritaires. Tandis que là, on mettait les conditions de travail, comment on organise le travail. Vous savez, je dirais, on en parlera, moi je suis pour une entreprise qui soit auto-apprenante, puisqu'on est dans un monde qui change, et puis aussi qu'on ait une organisation participative du travail. Ça, c'est des choses qui me semblent importantes. Donc voilà, mes lois sont passées. J'ai pas eu de censure du Conseil d'État, ni du Conseil constitutionnel, pas besoin du 49.3, et donc je me suis organisé, et là je tiens à remercier les juristes, parce que les décrets sortaient pratiquement en même temps que la loi. Le soir, le matin au journal officiel, dans la semaine qui suivait, j'avais les décrets d'application. Il y a quelque chose de fondamental, parce qu'il y a des lois qui n'ont jamais eu de décret d'application. Alors voilà donc comment les choses se sont passées, et donc j'ai fait ce 30% du Code du travail renouvelé, qui a duré quand même, il y a 40 ans, ça, c'était en 81, ça fait bien 40 ans, qui a été
continuent à vivre sans, contrairement à ce que un patronat disait sans arrêt, que c'était la fin des entreprises, qu'il y avait des soviets dans chaque entreprise. Enfin bon, j'ai tout entendu. Bon, enfin bon, les chiens aboient, la caravane passe. Hein. Et donc, les choses sont bien passées. Il n'y a pas eu de catastrophe économique. Il n'y a pas eu. Ces lois ont plutôt renforcé l'adhésion des salariés à leur entreprise, à leur travail et à la ressource nationale. Et donc, j'ai eu cette satisfaction. Puis après, alors j'ai fait 2 ans et demi le droit du travail. Après, j'avais un peu... Mitterrand m'appelle. J'étais un peu son soldat quand même. Il m'appelle, dit voilà, on a des problèmes de charbonnage. On a une concurrence économique des gens qui ont des charbons, des mines à ciel ouvert. Et nous, on a des veines de 70 cm d'épais à 500 mètres de profond. Le prix, ça va de 1 à 20. Et puis, il y a le problème économique, écologique et surtout sanitaire. Hein, respirer du charbon, et d'autant plus, on avait un problème social. On n'avait plus beaucoup de Polonais qui voulaient venir, ni de Maghrébins qui venaient. C'était pas les fils de mineurs qui voulaient descendre dans la mine. Donc, il a fallu lancer l'arrêt des mines de charbon en France, c'est pratiquement fini. Et alors évidemment, Mitterrand m'avait dit, vous avez fait des lois sociales, maintenant, travaux pratiques. Et alors, il y avait Mauroy qui avait ses mines, et moi, j'avais Saint-Étienne, dans la Loire. Et là, le maire de Saint-Étienne, Sangodols, communiste, secrétaire de la CGT des mineurs. Vous lui expliquez qu'il faut fermer la mine. 2 députés socialistes, 2 députés communistes. Eh bien, après quelques nuits, ils ont signé courageusement. Alors bon, ils disaient, on te connaît, on sait que ça va fermer un jour, autant fermer avec toi qu'on connaît, mais on l'a fait. Et donc les choses se sont passées, complètement. Mais j'ai pas eu, il y avait eu dans des réformes précédentes, il y avait eu des morts à Lens, il n'y a pas eu. Par contre, on a bien recasé les gens, des pré-retraites, des mineurs qui étaient jeunes. Je leur ai dit, écoutez, puisque j'étais en charge de l'énergie, en général, il y avait la FME avant l'ADEME, j'avais ce secteur-là. J'ai dit, écoutez, au lieu de planter des poteaux à 600 mètres de profond, vous passez à EDF et vous les planterez à l'air libre. Donc on a recasé les gens, on a fait une vraie politique sociale, puis après on a découvert que c'était écologique aussi, enfin j'y pensais également. Mais donc ça a été fait. Mitterrand satisfait, les communistes moins, parce qu'il y a eu un plan de rigueur. Il y en a un en ce moment, mais personne n'ose dire le mot. C'est curieux. Manque de vocabulaire, je pense. Même M. Maire, qui écrit beaucoup, il doit manquer de vocabulaire, parce que c'est un plan de rigueur qui arrive de tous les côtés. Et donc, les communistes quittent le gouvernement, et Mitterrand m'appelle à nouveau, et me dit, il faut prendre les transports. Fitterman, qui a d'ailleurs adhéré au PS depuis, Fitterman, ils étaient 4 ministres communistes, ils sont partis, donc j'ai pris le transport, alors, le travail m'avait aidé pour le reste, l'énergie et les transports, ce qui m'a aidé à avoir la tutelle d'Air France, d'Airbus, et surtout, parce qu'on va fêter ça, il y a le 30e anniversaire, de négocier le tunnel sous la Manche, avec Madame Thatcher. Ça, c'est un exercice politique qui laisse des souvenirs, mais l'intérêt parce qu'on avait déjà commencé à creuser au XIXe siècle, même un ingénieur avait proposé ça à Napoléon. Bon, c'était difficile, mais on avait commencé à creuser à la fin du XIXe, mais on a vite arrêté parce que la France et l'Angleterre se faisaient la guerre dans les colonies. Alors c'était difficile de coopérer d'un côté, de se battre de l'autre. Et là, il y a eu une conjonction. Mitterrand voulait des grands travaux. Il y en a qui sont pas loin d'ailleurs. Mitterrand voulait des grands travaux, mais on n'avait plus beaucoup d'argent. Notamment les nationalisations, les grands travaux.
Et Madame Thatcher, qui elle était libérale, voulait démontrer qu'un système libéral, capitaliste, pouvait faire des grands travaux aussi. Donc, ça a été sous une forme de privatisé. Et donc, on a fait ce tunnel, qui est un moment d'histoire assez particulier. Après, puis je finis de parler de moi. Après, le gouvernement change. Bon, j'ai eu plusieurs premiers ministres. Hein. J'ai eu Bérégovoy, j'ai eu Édith Cresson, et puis Michel Rocard. Donc, c'est varié. Mais à la fin, je voulais souffler un peu. Arrivent les élections en 86, j'ai élu Fabius et Jospin, qui ne s'aimaient pas toujours complètement, sont venus me dire « ça serait bien si tu pouvais être président du groupe socialiste à l'Assemblée ». Et j'en ai appris pour 3 ans en faisant ça. Là, je veux dire que j'ai donné à la République, hein, mais je veux dire que la République me le rend, et quand je fais ce genre de réunion avec des têtes nouvelles, et qui sont à la quête de leur destin, j'ai l'impression que c'est ma façon de rembourser un peu le choix qui a été fait. J'en tire comme conclusion que les parcours, le vôtre peut-être, ne sera pas forcément linéaire. Le mien, il n'était pas du tout prévu comme ça. Et puis, sans courir après, parfois le destin vous fait un clin d'œil. Je ne suis pas du genre opportuniste, mais enfin bon, quand il y a des opportunités, il faut quand même pas être naïf non plus. Et voilà donc comment je me suis retrouvé dans ces fonctions, évidemment la plus gratifiante pour moi, qui est moins gestionnaire, si vous voulez, que les autres, hein, c'était les réformes. Réformes au sens noble, c'est-à-dire en faisant mieux. Parce qu'il y a des réformes... le mot est impropre, quand elle est moins bonne, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas entrer trop dans les détails, on en discutera. Après, il y a eu 2 grandes séquences. Il y a eu une période où tout s'est bien passé, l'application. Bon, c'est vrai que le patronat, j'étais allé au CNPF, présenter devant 1000 patrons mes réformes, dire que l'enthousiasme était très manifeste, non. Mais ils ont été polis et ils sont globalement, en tout cas, légalistes. C'est-à-dire qu'ils jouaient le jeu, mais à minima, hein, mais quand même, il n'y a pas eu de drame particulier. Et alors, à partir de là, les choses ont fonctionné, mais il y a eu d'autres ministres qui ont appliqué les choses. Et puis, est arrivé après, la collègue, pourtant elle était socialiste, El Khomri, qui, elle, a commencé avec Valls et d'autres, l'érosion des lois Auroux. Vous voyez, pour aller très vite, c'était assouplissement d'un certain nombre de règles, mais au profit non pas des salariés, au profit des chefs d'entreprise. La modulation du temps de travail, des heures supplémentaires, etc. Donc, si vous voulez, ça a été là. Et puis, quand arrivent les ordonnances Macron, là, c'est pas de l'érosion, c'est de l'amputation. C'est de l'amputation, avec notamment, celle que je regrette le plus, c'est la disparition du CHSCT. Alors, les institutions représentatives, les syndicats, plus de délégués du personnel, plus de délégués de site, et puis, surtout, le CHSCT, qui était une institution qui avait très bien marché. Les syndicalistes, parfois, disaient « je préfère être au CHSCT qu'au comité d'entreprise », qui était un des deux du binôme. Et alors, à partir de là, on a fait les CSE, Comité social économique, au motif de simplification. On regroupait tout dans une seule instance. Mais le problème, c'est que le CHSCT, c'était une instance propre, dans lesquelles les gens s'étaient installés avec beaucoup de compétences et de motivation. Moi, j'ai fait des congrès avec eux, ils m'impressionnaient. Ils s'étaient mis à travailler beaucoup, quitte à faire appel à des experts aussi, mais ils avaient pris ça à cœur. Maintenant, c'est une vague commission qui n'a pas la personnalité juridique. C'est-à-dire que on ne peut pas porter plainte contre une mauvaise manière de son employeur.
Donc, et puis alors après, bon, il y a d'autres choses de Macron de 2017 et après, plafonnement des indemnités prud'homales. Donc on ne pouvait pas les ajuster comme on voulait. À propos des prud'homales, d'ailleurs, entre parenthèses, ça fait des années qu'il n'y a plus d'élections. On renomme les gens. Enfin, je suis bien placé, ma femme est conseillère prud'homale. Et j'avoue que, bon, elle s'est fait élire au titre de l'économie sociale. Mais bon, maintenant, elle est prolongée, mais c'est une institution qui a perdu de sa force. Et puis, il y a eu surtout, alors d'autres choses, il y a également les ruptures conventionnelles collectives. Les ruptures conventionnelles, ça peut être en façon pour un salarié qui veut partir ou qui en a, bon, il a envie de partir ou il est plus ou moins chassé. Et là, il pouvait négocier une indemnisation, ce qu'on appelait la rupture conventionnelle. Ce qui a été fait par Macron, et Pénicaud, celle qui m'avait succédé après, donc ils sont partis sur l'idée de rupture conventionnelle collective à partir d'une négociation, sachant qu'il y a des négociations dans lesquelles il n'y a pas forcément des délégués syndicaux. Alors, vous voyez ce qu'on veut. Et alors, si ça ne va pas, on peut même faire un référendum. Donc, si vous voulez, donc tout ce qui était structuré autour des organisations syndicales élues et représentatives, ben, on prenne un grand coup dans l'aile, là, parce que c'est bon. Et puis alors, pour moi, en plus du CHSCT, que je regrette beaucoup la disparition, il y a la mauvaise manière. Je vous ai parlé tout à l'heure de la retraite à 60 ans. Maintenant, c'est 64. Et alors, ce qui m'a le plus heurté, il y avait eu dans les ordonnances un texte, c'était du 49.3, hein, bon, c'était un compte de prévention, un compte de prévention, c'est ça, je crois que comment j'appelais ça, j'ai plus le nom exact. Comité de un compte de prévention personnelle. Parce qu'El Khomri, j'aurais dû dire, il y a une chose que j'ai acceptée chez elle, que j'ai soutenue, c'est le compte personnel de formation. Peut-être qu'il en profite ici. Dans certains cas, il y a eu des abus, moins du côté des stagiaires que de ceux qui vendaient la formation. Je ferme la parenthèse. Et donc, les comptes personnels de prévention. Il y avait 6 critères de pénibilité, d'atmosphère toxique, enfin bon, 6 critères. Au moment où on passe à la retraite, on rallonge le temps de travail, on enlève 4 critères sur les 6. C'est-à-dire qu'on protège moins les gens. Alors là, je dois dire que je descends plus dans la rue, mais enfin à l'occasion, mais quand même, c'est un recul qui est grave. Alors, à partir de là, eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est que le dialogue social se développe. Ce que je note, je finis là-dessus, c'est d'abord l'évolution des structures d'entreprise. Moi, je rêvais, je rêve toujours, que parallèlement à l'entreprise libérale ou capitaliste, comme vous voulez, il y ait en contrepoids l'économie sociale et solidaire. Moi, je suis un partisan, c'est-à-dire les coopératives, les mutuelles, les associations, etc. Or, ce que je note, c'est qu'il y a sans doute un esprit d'entreprise, mais souvent, les start-up sont rarement sous forme coopérative. C'est individuel. Alors, donc, il y a donc cet équilibre, entreprise libérale, entreprise d'économie sociale et solidaire, ne sont pas suffisamment équilibrés. Parce qu'une des questions qui se pose pour les salariés, c'est le partage. Alors, il y a la quête du pouvoir d'achat, la quête du sens dans son travail. Le pouvoir d'achat, comme disait un salarié, il me dit, tu comprends, le pouvoir d'achat, c'est le seul pouvoir qui me reste. Et alors, moi, je plaide pour le partage
le partage du pouvoir économique, qui est le moins partagé de tous. Et c'est là qu'on devrait revenir dans les coopératives, etc. Il y a d'autres instances, il y a la SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Il y a les établissements publics locaux. Il y a les sociétés d'économie mixte. Le problème, c'est qu'en France, et à cause de l'industrie financière toute puissante sur la planète, on n'entend que le discours de l'entreprise libérale et capitaliste avec les dividendes à la clé. Quand on revoit les chiffres, le smicard qui a de la peine à boucler ses fins de mois et qui voit les résultats de la bourse, il y a de quoi interroger. Et surtout que maintenant on est dans une économie mondialisée. J'avais à cette époque-là, il y a longtemps, on avait des chefs d'entreprise, des grandes entreprises, mais qui avaient à leur tête des leaders, des hommes parfois charismatiques, je pense à Michelin ou à d'autres, mais des chefs d'entreprise. Maintenant, on a des cadres d'entreprise formatés par des écoles bien pensantes, si vous voulez, enfin, du côté libéral, et on n'a plus les mêmes interlocuteurs. J'en parle à des ministres, ils me disent, mais, tu sais, moi, je parle avec celui-là, mais je ne sais pas s'il sera là demain. Et puis le commerce des entreprises, je t'achète, je te vends salarié avec. Bon, tout ça crée une situation que je trouve qui mériterait d'être repensée, et j'essaye de le faire de mon côté. Et du côté aussi alors de patronal, il y a des évolutions. Il y a les entreprises à mission, les entreprises à impact. Il y a le RSE, responsabilité sociale et environnementale, mais souvent c'est du greenwashing, comme on dit. Bon. Et donc il y a cela. Du côté des salariés, il y a une évolution aussi. Les auto-entrepreneurs, le portage salarial, c'est-à-dire que vous n'avez pas un vrai employeur, vous avez un intermédiaire qui fait les feuilles de salaire, etc. Donc vous avez, et puis vous avez les freelances divers et variés. Alors le problème aussi, accentué par le télétravail, c'est que dans notre société, l'individualisme l'emporte sur le collectif, et les grandes lois sociales, elles sont quand même nées de démarches collectives, solidaires, revendicatives, etc. Si vous êtes toute seule dans votre appartement en télétravail, avec les deux gamins qui pleurent parce que ils ont faim ou ils ont soif, c'est-à-dire que ça vous motive pas pour aller descendre dans la rue avec les collègues ou aller négocier. Alors, il faut trouver, je ne suis pas contre, mais qu'il y ait un équilibre entre la vie privée et la vie publique, et qu'on ait aussi un sens dans son travail, parce que souvent, il y en a, y compris dans le tertiaire, quelqu'un, un ami qui était tête, qui était à l'aise avec tous les algorithmes, etc. Il est parti acheter des chèvres, élever des chèvres. Mais il m'a dit, attention, j'ai un élevage électronique aussi, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de démission, de démotivation. C'est pas bon pour une économie. Il faut que l'économie vive d'entreprises publiques, privées, coopératives, associatives, qui contribuent à une richesse partagée. Et donc, de ce côté-là, il y a encore beaucoup à faire. Et je dirais effectivement, alors le pire, c'est les plateformes, et les Uber et compagnie, et ça se développe en permanence. Et là, effectivement, vous les voyez dans les rues avec leur vélo plus ou moins électrique et leur grande sacoche pour aller livrer. Ça, je veux dire, alors, il y a eu quelques évolutions vers le salariat, mais c'est très... Et puis, il y en a qui... Je dirais pour finir, on est dans un monde difficile à gouverner. Pourquoi ? Parce que on est dans un monde individualiste. J'essaie de me sauver moi, les autres on verra. Donc ça ne pousse pas à des démarches collectives, ni en politique, ni syndicales, quelquefois associatives, même si je dis que les gens sont des individualistes grégaires.
C'est-à-dire qu'ils sont capables de se regrouper, mais de façon épisodique, autour d'un match de foot ou autour d'une rave party. Mais ça ne crée pas une politique, une dynamique collective d'une nation. Donc, individualiste, matérialiste et consumériste. Voilà. Et troisièmement, impatiente. Je veux tout de suite. J'ai même un collègue qui, lui, c'est l'immédiateté. Enfin, ça revient à peu près au même. Alors, il faut concilier tout ça. Ça donne pas un esprit d'ensemble. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Simplement, ce que je souhaite, d'abord, c'est écouter les gens. À propos du droit d'expression, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je crois que ça ne peut marcher que s'il y a un devoir d'écoute en face. Et si personne ne vous entend, bon, ça ne sert à rien, d'où le découragement. Alors voilà, si vous voulez, ces textes, c'était la démocratie dans l'entreprise, le partage du pouvoir économique, de façon encore incomplète, etc. Je reste attentif. J'avais proposé au patronat, au syndicat, en 81, j'avais proposé la cogestion ou la codétermination. Personne n'en a voulu. C'est vrai que ça n'est pas simple, parce que quand tout va bien, et que l'entreprise est en expansion, que les salaires augmentent et les commandes arrivent, c'est facile de gérer. Quand il y a une crise, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle moi je plaide non pas pour que les salariés soient dans un conseil d'administration, mais dans un conseil de surveillance. Le conseil de surveillance, c'est la même chose, mais il définit les stratégies de l'entreprise, mais pas le quotidien. Est-ce que c'est... Bon, je continue à voir autant les syndicats qu'avant, mais elle me dit, si jamais on doit licencier, quand je redescends dans l'atelier, qu'est-ce que je peux dire? Comment ça se passe? Donc, il faut... alors, il y en a qui ont le courage, mais c'est pas si simple même d'être délégué syndical et de rentrer dans l'entreprise, c'est pas aussi simple, parce que vous avez des revendications personnelles. Et elle dit, mais oui, ce que vous avez fait, c'est bien, mais moi, et que j'y trouve mon compte, non. D'ailleurs, pour ça que les délégués du personnel étaient très précieux. J'avais des chefs d'entreprise qui m'expliquaient que des gens n'ont pas envie d'étaler leurs problèmes, y compris d'ailleurs des problèmes de comportement religieux, personnel, etc. Ils veulent que le patron le sache, mais pas forcément tous les collègues. Et le délégué du personnel allait voir les deux et faisait le go-between qui permettait d'arrondir des angles. Bon, il y a tout cela, donc je crois qu'il faut quand même qu'on réfléchisse dans un monde qui est sous la dominante de l'industrie financière d'une façon qu'on n'a jamais connue, et puis la concurrence avec les libres-échanges, ou prétendus libres-échanges. Bon, l'Union européenne, qui est une structure encore fragile, hein. Elle est large, mais fragile. Eh bien, elle vient de prendre des dispositions pour les panneaux solaires chinois, qui sont aidés à plein pot par le gouvernement chinois, et qui, on vient de fermer, les Allemands viennent de fermer une de leurs usines de panneaux photovoltaïques. Donc, si le commerce, il faut être libre, mais il doit être équilibré et réciproque. Autrement, c'est difficile. Voilà. Donc, moi, pour le reste, je reste attentif à ce que le monde du travail, avec les attentes qu'il peut avoir, puisse continuer à faire avancer les choses sous tout un tas de formes d'entreprises, y compris de services publics. Parce que là aussi, alors moi, je n'étais pas en charge des services publics, c'était le ministre, comment il s'appelait déjà? Un ministre communiste, qui est d'ailleurs un ami, il m'a dit, moi j'ai eu moins de liberté que toi. C'est vrai, il y a la pesanteur des administrations, mais là aussi, on a besoin de ces outils pour gérer les biens communs. Hein, et là, je crois qu'il y a bien des choses à faire. Voilà, quelques réflexions d'un ancien ministre. On est toujours un peu combattant. Mon père me disait, mon père était paysan, syndicaliste agricole, et il me disait, tant que tu n'auras pas brûlé quelques pneus devant la sous-préfecture, ça avancera pas assez vite. Bon, cela dit, paix à son âme, mais en tout cas, je crois que je suis pas pour brûler les pneus, je suis pas pour... j'irais simplement
qu'avec un système, le gouvernement, bon, on va l'appeler pour aller vite, social-démocrate en 81 avec Mitterrand, on a fait d'autres choses quand même non négligeables. Hein. Et donc, je pense que je me méfie toujours des révolutions parce que les post-révolutions ne sont pas toujours des modèles de démocratie, que ce soit en France ou ailleurs. Rappelez-vous la loi Le Chapelier, hein, qui a supprimé les corporations. Il fallait dit à la Révolution, il faut attendre 1884 pour qu'il y ait la création des syndicats. Bon, ils sont toujours là. Il y en a même un peu plus maintenant, puisque j'avais pas l'UNSA, il n'y avait pas Sud, donc il y a les 50, mais il y a plus de syndicats et je crains fort qu'il y ait moins de syndiqués. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance dans vos études, dans vos stages, dans votre formation. Il y a une chose que je fais parce que ça me rajeunit. S'il y en a qui ont des mémoires ou des thèses, autre chose à faire ou à apprendre, si vous avez besoin d'une petite préface, vous me le dites et je le ferai volontiers. Voilà. Parce que je l'ai fait, ça me fait garder le lien avec les étudiants, les grands comme les petits. Merci. Eh bien, merci à vous pour cet exposé extrêmement riche et complet. Et donc, je vous propose peut-être qu'on ait un premier temps de discussion, parce que à l'issue de cet exposé, qui est assez fidèle au bouquin, et j'invite d'ailleurs tous ceux qui veulent approfondir à aller dans le livre. Il y a des flyers, je crois, qui circulent, si c'est pas... il me semble que ça soulève deux grands axes de discussion qui, moi, m'intéressent. Alors, un que j'avais déjà un peu évoqué tout à l'heure, et vous avez déjà laissé entendre une réponse, c'est est-ce qu'on est dans la continuité aujourd'hui avec le cycle de réforme ou est-ce qu'il y a eu rupture ? Bon, il nous a semblé que vous n'étiez pas convaincu par non. mesures de... Il y a plus de ruptures que de... Voilà. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas touché aux 35 heures, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont touché et surtout, enfin, moi, je passais ma vie avec les organisations syndicales et patronales. Alors que là, ils ont été mis de côté pour préparer les lois. C'est quelque chose qui me dépasse. Je veux dire, même les maires s'y mettent. C'est-à-dire, on fait des réunions de conseil municipal élargies pour écouter la population. On fait des réunions de quartier et maintenant des conseils municipaux d'enfants. Bon, ça c'est un peu gadget, hein, quand même. Oui. Donc oui, on pourra revenir sur ça et puis on pourra reprendre quelques-unes des réformes. Et il y a un autre axe de réflexion qui émerge de votre propos, c'est sur comment on réforme et comment on transforme les relations sociales. Et je vous propose peut-être de démarrer par cette discussion-là. On voit bien l'inspiration social-démocrate, hein, qui nourrit tout le projet avec ces lois qui ne sacrifient pas l'individu au nom du collectif, puisqu'on a à la fois le renforcement des libertés individuelles des travailleurs et en même temps le renforcement des institutions représentatives du personnel. Et puis on trouve également la logique contractuelle à laquelle était très attachée la pensée social-démocrate, c'est-à-dire le fait que les acteurs sociaux puissent s'entendre, se mettre d'accord sur les politiques à mener, et cela disposant d'une certaine autonomie par rapport notamment à l'État. Et sur ce point-là, on peut déjà avoir un premier questionnement, parce que vous le dites, et vous l'avez rappelé à l'oral, quand vous avez commencé à proposer aux organisations syndicales et patronales d'aller vers de la cogestion, l'accueil a été plutôt froid, voire plus, et vous dites dans le bouquin, bon, évidemment, du côté patronal, on n'était pas très surpris, mais vous dites, même du côté des organisations syndicales, et même celles qui étaient a priori les plus portées vers une logique contractuelle à ce moment-là, je pense naturellement à la CFDT, n'étaient pas très favorables à cette idée de cogestion, mais malgré tout, on est allé vers plus de contractualisation de la relation des relations. Or, cette contractualisation suppose d'avoir des acteurs qui le souhaitent, qui ont envie de négocier, et des acteurs qui sont en capacité de le faire. Et ça nous amène à une situation un peu paradoxale qu'on constate encore aujourd'hui, c'est que cette autonomie, elle est imposée par l'État. C'est l'État qui décide, et d'ailleurs l'expression même négociation annuelle obligatoire est tout à fait intéressante. C'est on oblige les gens à négocier, donc c'est pas eux qui ont exprimé le souhait de négocier, on les amène à négocier, et depuis
on voit bien que tout le mouvement de décentralisation de nos relations sociales qu'on a observé, qui amène aujourd'hui à ce que la négociation d'entreprise prime sur les autres niveaux, toutes ces réformes sont faites sous l'impulsion de l'État. Donc c'est l'État qui amène les acteurs à devenir autonomes. Donc là, il y a une forme de paradoxe qu'on peut revenir. Donc pourquoi ce rôle de l'État aussi central? Est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres formes de relations sociales? Et du coup, une deuxième question enchâssée dans celle-ci, il faut des acteurs en capacité quand on veut les amener à négocier. Et il y a un sujet que vous avez évoqué, mais sur lequel on pourrait approfondir, c'est la question syndicale. Parce qu'en réalité, la question syndicale fait un peu partie des absentes des lois Auroux. Parce que, en réalité, ce que renforcent les lois Auroux, c'est plutôt les institutions représentatives du personnel. Le comité d'entreprise à l'époque, CHSCT, délégué du personnel. Il y a des éléments sur la formation syndicale, mais finalement, la question syndicale est pas vraiment traitée, c'est un peu une oubliée. Et comme je suis persuadé que vous étiez très sensible à cette question, il doit y avoir une raison à ça. Et comme on est entre nous ce soir, peut-être que vous allez pouvoir nous dire quel est ce qui s'est passé et pourquoi. Alors, je m'appuie sur ça, sur une étude qui a été menée dans le cadre de la chaire MAI il y a quelques années, une étude qui avait été menée sur le financement des organisations syndicales et notamment le chèque syndical. Et je m'étais collé avec un collègue à creuser des archives pour essayer de comprendre d'où venait cette histoire de chèque syndical. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le chèque syndical, c'est un mode de financement des syndicats qui est très connu pour l'entreprise AXA qui l'a expérimenté, même si ça existe par ailleurs, et qui permet par des bons de financement distribués aux salariés, d'allouer du financement aux syndicats. Et quand on a fait ce travail d'archives, on a découvert des choses intéressantes. Alors par exemple, j'ai repris les dates qu'on avait identifiées à l'époque. En fait, ce sujet du financement des syndicats comme un risque important dans le cadre d'une logique contractuelle est posé dès 1981. Et on a retrouvé notamment un courrier qui avait été rédigé à l'époque par la CGC, donc les syndicats de cadres. Alors eux qui défendaient à ce moment-là, ils demandaient au gouvernement de légiférer pour faire de la syndicalisation obligatoire. C'était ça le sujet qu'ils proposaient, de dire il faut augmenter les taux de syndicalisation pour légitimer les syndicats et par ailleurs leur donner des moyens, parce que s'il y a une syndicalisation obligatoire, ce sera plus de cotisations et donc plus de moyens pour agir. Et cette proposition n'a pas été reprise, d'ailleurs même les autres organisations syndicales étaient assez modérées dessus, mais néanmoins, il y a eu un travail qui a été fait de la part de la CFDT et qui rend ce débat public, et on avait retrouvé dans la revue de nouvelles CFDT, qui était la revue de la CFDT à l'époque, il y a un article qui était paru sur « Il faut qu'on travaille au financement des organisations syndicales » et notamment il y avait eu un appel à contribution pour récupérer tout un tas de réflexions, et c'est à ce moment-là que naît cette idée de chèque syndical. Alors on la connaît pour la situer dans le temps, le chèque syndical, on la situe dans les années 90 parce que c'est le moment où AXA l'adopte. Mais en fait, l'idée était déjà dans les tuyaux et dans les dossiers en 81 et était déjà l'objet de discussion. Mais elle n'a pas été reprise. Comme un aveu qu'il manque quelque chose, en 1984, donc 1 an et demi après les lois Auroux, ce sujet du financement des organisations syndicales revient, et à la demande du gouvernement, qui demande à ce moment-là, alors il y en a trouvé des notes qui demandent de manière confidentielle à la CFDT de vouloir travailler à proposer un dispositif, et donc ils ressortent à ce moment-là leur chèque syndical, et en fait ça n'aboutira pas à nouveau, notamment parce qu'il y aura un démenti en 85 lors d'une émission de télé du Premier ministre à l'époque, qui dira mais il n'y a absolument aucun projet parce que c'était un sujet sensible, les gens avaient peur d'un impôt pour financer les syndicats et c'était une crainte importante. Mais il n'en reste pas moins que sur cette période qui couvre 81-85, on voit que le sujet existe, est présent, mais qu'il semble qu'on ne puisse pas s'en saisir pour réformer sur cette question-là. C'est comme s'il y avait un sujet un peu tabou et un peu difficile. Et d'ailleurs, dans les documents internes à la CFDT, ce qui se dira par la suite, c'est finalement le politique ne peut pas le faire, il faudra qu'on le fasse par la voie contractuelle. C'est pour ça qu'ils dealeront avec Claude Bébéar et AXA à ce moment-là. Donc du coup, je me demandais si on pouvait avoir un peu les coulisses, pourquoi cette question est si difficile, parce que je sais que vous y êtes sensible, parce que vous le dites d'ailleurs dans l'ouvrage, je l'ai noté, d'ailleurs j'ai noté la page, si je ne dis pas de bêtises, voilà, vous nous dites, page 129, que vous laissez entendre que vous regrettez que les salariés bénéficient peut-être un peu trop facilement de l'action syndicale sans être eux-mêmes syndiqués.
ce qui explique les faibles taux de syndicalisation. Mais en même temps, vous dites quand même la négociation de branche, c'est vachement bien, parce que ça permet de couvrir les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de syndicats. Donc on sent une tension. Est-ce qu'il faut favoriser la syndicalisation? Est-ce qu'il faut, par exemple, limiter les droits aux gens qui sont syndiqués? Ce débat était présent, mais n'a pas été intégré dans les lois Auroux. Donc voilà, deux questions en une. Pourquoi ce rôle si central de l'État, d'après vous, dans la réforme des relations sociales à la française, et cette question, ou cette difficile question du rapport aux syndicats? Bon, la parole est à la défense. C'est ça. Alors, d'abord, j'en ai peu parlé, mais l'objectif, si on renforçait des droits individuels, si on renforce les droits individuels et les droits collectifs, le prolongement logique, c'est la politique contractuelle. Et donc, il y a plusieurs registres de la politique contractuelle. Il y a celle de l'entreprise, il y a celle de la branche. Et je reconnais que ce soit Khomri ou Macron, ils ont joué beaucoup sur l'entreprise, le plus possible. Quand c'est des accords collectifs, alors on fait aussi l'extension. Il y a des branches, la branche centrale et puis les branches latérales, on élargit. Mais la politique contractuelle, ça doit être à un registre. Mais quand elle est confinée à l'entreprise, tout dépend du rapport de force dans l'entreprise. Et dans certains cas, on l'a vu, le rapport de force étant très faible, le chef d'entreprise impose ce qu'il veut avec une négociation qui est déséquilibrée. Et la NAO, négociation obligatoire, c'est pas le contenu qui est obligatoire, c'est le rendez-vous. Pas pareil. Moi, je disais, la démocratie politique a ses échéances, on va en avoir une pour l'Europe dans peu de temps, il faut que la démocratie économique ait ses rendez-vous. Le problème, c'est que souvent, dans certains cas, alors encore faut-il que tout le monde soit bien informé des réalités, on n'empêche pas de parler à l'extérieur, enfin c'est très compliqué. Mais ce que je note, c'est que malheureusement, trop souvent, c'est des réunions formelles, avec chacun défend sa posture, il y a un procès verbal et on rentre à la maison. Et ça, c'est pas du tout l'état d'esprit. Il y a quelque chose par contre d'intéressant qui s'est développé, c'est les ANI, les accords nationaux interprofessionnels. Alors ça peut pas être dans toutes les branches, c'est pas toujours facile de faire le même texte pour une usine de confection ou pour de la sidérurgie. Mais il y a quand même des accords des ANI qui sont intéressants sur le débat. Et ça, si vous voulez, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est en gros l'ensemble du monde du travail qui est associé, alors normalement, à la négociation et après à l'exécution. Alors, c'est vrai que maintenant, donc j'ai répondu sur la négociation obligatoire, c'est le rendez-vous qui est obligatoire, c'est pas le contenu. Par contre, actuellement, depuis quelque temps, le gouvernement envoie, quand il y a une négociation, d'abord, il demande qu'on ouvre une négociation, ça ne choque pas, ça, qu'on dise, le monde change, bon. Mais il envoie une lettre de cadrage qui dit, voilà, vous avez le droit d'aller jusque-là, mais pas plus loin que ça. Donc vous arrivez avec les bras et les poings liés. Donc, et puis alors autre chose, alors toujours, faudrait aussi que la politique contractuelle, dans un monde qui est une économie mondialisée, que ça soit plus collectif, y compris au niveau de l'Europe, que l'Europe ne soit pas simplement une Europe de marchands et de réglementation. J'ai un souvenir cuisant et amer. Mitterrand m'emmène à un premier sommet européen en juillet 81. Alors, et il me dit, il faut préparer. Je prépare un mémorandum sur l'espace social européen. C'est-à-dire que les pays d'Europe, ils étaient moins nombreux à l'époque, se mettent autour de la table pour réfléchir sur deux grands registres. Alors, on ne va pas faire la même loi partout, le même jour, le même texte, la durée du travail, mais qu'il y ait des convergences sociales et des convergences fiscales, de manière à ce qu'on aille vers
une harmonisation et non pas des guéguerres permanentes qui existent, surtout à 27. Voilà. Donc, politique contractuelle et oui, et jusqu'où on peut aller trop loin. Alors, l'idée sur les syndicats. D'abord, ce débat sur le financement était pas simple. La plupart des syndicalistes m'ont dit, bon, c'est vrai, mais on veut garder notre liberté. À partir du moment où on reçoit une subvention, même si c'est une cotisation, on va nous dire, bah, de toute façon, c'est acheté par le patron. Donc, il y avait ceci. Il y a le fait aussi que, et moi j'ai une admiration pour les syndicalistes, dans certains pays, pour bénéficier d'une augmentation de salaire ou d'un progrès quelconque, il faut être adhérent du syndicat. En France, les syndicalistes mouillent la chemise pour toute la collectivité de travail. Il faut quand même le faire. Comme j'ai un syndicaliste, j'en voyais encore la semaine dernière, tu comprends, moi je me bats pour défendre les salaires ou les conditions de travail, j'arrive tard à le soir, je me fais engueuler par ma femme et engueuler par les gars parce qu'on n'a pas obtenu assez, syndiqué ou pas. Donc c'est quelque chose qui mérite d'être, sur le plan humain, ça n'est pas rien. D'ailleurs, il y a des gens qui, individualisme, hein, puis ça dépend aussi des situations locales, personnelles. Si vous êtes célibataire, seul et disponible, ça va. Si vous avez du monde qui vous attend à la maison ou autre chose, c'est plus difficile. Donc, il y a tout cela. Puis il y a aussi le souci de pas se pénaliser par rapport à des chefs d'entreprise qui supportent pas le syndicalisme. Il y en a encore. Et à cet égard, alors, sur le financement, se pose le problème de l'adhésion, parce que si vous avez de l'argent, si on vous donne d'une manière ou de l'autre, par la fiscalité, l'entreprise, autre chose, il y a l'idée de savoir est-ce que vous gardez votre liberté, et deuxièmement, pardon, et deuxièmement, est-ce que vous installez pas des gens dans une espèce de fonctionnalisation syndicale? Parce que si il faut être sûr que la réponse au financement syndical, c'est il y a deux syndicats qui n'existaient pas en 81, c'est Sud et l'UNSA. Alors, je suis pas contre. Alors, il faut savoir qu'on peut les aider. Il y a le 0,2% pour les comités d'entreprise qui peut. Faut quand même pas rêver. Et puis, dans certains cas, il y a des bonnes manières. Écoutez, je ne vais pas citer, mais j'étais avec quelqu'un d'une très grande institution, je peux vous dire que la vie syndicale n'est pas trop pénible. Hein. Vous avez des bureaux, vous avez des secrétariats, vous avez du matériel électronique, informatique, des sites dédiés. Non, mais il y a de tout. Hein. C'est pas le syndicalisme qui arrive avec le bleu dans le bureau du patron. Il y a un autre registre maintenant de gens qui sont très pointus et dans certaines entreprises très équipées. Et par contre, moi, ce que je retiens plutôt comme formule, on peut trouver des formules d'aider. Je serais plutôt pour les aides matérielles dans leur travail. J'avais déjà fait l'information. La formation et l'information, les moyens matériels, et moi je plaide pour la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que vous avez 5 ans ou 10 ans de trucs qu'on vous a vu fonctionner, eh ben, ça vous donne droit à une promotion, à un départ peut-être anticipé, que sais-je encore, mais donc ne pas les marginaliser, mais au contraire, la validation des acquis d'expérience, c'est quelqu'un qui a appris les relations sociales, les questions économiques, les questions écologiques, etc. C'est quelqu'un qui a appris. Je parlais de l'entreprise apprenante. Eh ben, voilà. Donc là, c'est une façon peut-être de renvoyer l'ascenseur à des salariés. Est-ce que j'ai répondu à tout? Pas forcément. Si, j'ai parlé donc alors des syndicalistes. Alors, je crois qu'il faut quand même aussi, on commence à le redécouvrir, il faut que les acteurs sociaux, les partenaires sociaux, soient des partenaires à part entière, et que la politique ne vive pas
en circuit fermé. Moi, je me demande parfois ce que font les députés le dimanche quand ils sont... ils font peut-être une permanence le samedi, mais est-ce qu'ils rencontrent de façon vraiment fouillée toutes les revendications qui existent? Parce que s'il y avait ce dialogue montant et ascendant, il n'y aurait pas besoin de barrer les routes ou les ronds-points. Donc on a un problème de déficit politique, de dialogue politique, puis il y a des images aussi qui sont redoutables. Une assemblée, moi j'ai été député pendant 15 ans, député, mais des assemblées vides. Il y en a quand vous avez 60 députés qui votent et qui sont là, et que vous avez une permanence, autre chose, la première chose qu'on vous dit, vous étiez où, vous? Je vous ai pas vu. Ils étaient à l'IAE à écouter des conférences. Ils étaient à l'IAE à écouter des conférences. Ah ben alors là, vous êtes dispensé. Non mais c'est vrai. Alors, voilà ce que je peux dire. Donc je continue et je pense qu'il faut les partenaires sociaux. Alors, question, actuellement, c'était une question que vous aviez peut-être posée, c'est qui on met autour de la table? Les partenaires sociaux. Je rappelle à cet égard que j'étais toujours été un peu surpris que l'encadrement, il n'y a pas de structure identique à la CGC dans certains pays comme l'Allemagne. Il n'y a pas de niveau encadrement. Mais ils étiennent beaucoup. La première chose qu'ils m'ont dit quand je suis arrivé, ils me disent « tu ne touches pas », parce qu'on se tutoyait tous aussi. C'était, bon, il y avait une proximité. Tu ne touches pas à l'encadrement. Je dis « pourquoi ?» Parce que vous êtes des salariés. Ah oui, mais on a notre caisse de retraite. Il y a l'Agir qui est l'ARCO. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Bon, ça aussi, c'est un autre débat. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est des acteurs extérieurs à l'entreprise. Moi, je suis pour la reconstitution de la collectivité de travail avec un sens de travail, la solidarité, la santé. Mais aujourd'hui, qui commande l'entreprise? Je vous donne une anecdote. À Rouen, il y a une usine Michelin, qui était d'ailleurs avant que j'arrive à la mairie, et qui marche pas mal. Je suis nommé maire de Rouen, ministre de gauche du travail. Vous savez la réputation qu'avait Michelin à l'époque. Bon, la droite dit c'est pas compliqué, Michelin va fermer l'usine. Alors je vais venir François Michelin, c'était aussi des chefs. Et alors je lui dis écoutez, vous voulez fermer l'usine? Mais il me dit pas du tout, elle marche bien. Et puis d'abord il a investi, il a créé des emplois, on a quand même 800 personnes, fait des pneus haut de gamme. Et là il me dit mais n'oubliez pas n'oubliez pas une chose, c'est que celui qui commande l'entreprise, c'est le client. Pour la petite histoire, parce que je suis sur Michelin, je lui dis, mais pouvez m'expliquer pourquoi vous avez le siège de Michelin, les premières usines de Michelin étaient à Clermont-Ferrand. Alors vous faites venir le caoutchouc d'Indochine. Je dis, il me dit ça, c'est des réflexions de technocrate. Bon, pourtant je ne suis pas un technocrate. Il m'a dit, mais tout simplement, on sait mais il fallait amener le caoutchouc jusqu'à Clermont. Mais il m'a dit, une chose que j'ai oublié, c'est qu'on avait les terrains. On avait des terrains, ils fabriquaient des balles de tennis. On avait des terrains, donc on n'avait pas besoin, on pouvait aller beaucoup plus vite et moins cher. Et ça m'a toujours un peu frappé, ce qui pose la question d'ailleurs de la localisation de l'industrie et des services ou de la réindustrialisation. On fait ça où et comment? Bon, alors donc toujours est-il que est-ce que dans les discussions sur le développement d'une entreprise et la vie de l'entreprise, le sens d'entreprise, est-ce qu'on fait venir le monde de la consommation? Parce que c'est quand même... Quand vous allez dans il y a des grandes surfaces partout, je regarde le prix. Et derrière le prix, il y a des travailleurs, il y a des salaires, il y a des emplois. Et ça, c'est la vraie question. Alors, il y a parfois, on fait des panels, on fait des sondages, mais c'est vrai jusqu'à quel point
Il peut y avoir, alors on me dit, ouais, mais on a fait des sondages, on a fait des panels, puis il y a les commerciaux qui nous disent tout. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on a cette la vie économique, elle est un cycle qui comporte les dirigeants, les producteurs et les consommateurs. Alors jusqu'où on les met dedans? Vous avez la même chose pour le secteur public. Moi, je connais bien, puisque j'étais inspecteur, Mérieux, Philippe Mérieux, qui est un... Et il disait quelque chose à propos des relations dans l'école. Enfin, école, université, mais surtout école, collège, etc. Et avec les incidents qu'il y a, hein, les profs qui sont malmenés par les élèves ou par les parents. Et il disait une chose qui est juste et qui m'inquiète, pour moi, en tant qu'enseignant, c'est que les parents maintenant, ils se comportent plus comme des parents d'élèves, mais comme des clients. Et qui veulent qu'ils fournissent un produit brut qu'est l'élève, et il faut qu'il ressorte avec les qualifications, les diplômes, etc. Alors là, je veux dire que il faut aussi que ceux qui seraient de la périphérie de l'entreprise ou du service public, ils aient aussi une réflexion politique avant d'aller dire voilà, mais je suis pas content. Bon. Ça, ça fait partie des préoccupations que j'ai. Comment on a associé. Alors il y a un système qui est peu démocratique, qui est le système totalitaire, où là, il y a les penseurs qui décident, et tout le monde est aligné. C'est pas dans la culture française, puis je ne le souhaite jamais, mais il faudrait aussi qu'on ait un sentiment de solidarité dans tous nos métiers, dans l'entreprise, dans la collectivité, dans la nation, et ça, un système libéral le rend très difficile. Individualisme, consumérisme et impatience ne rend pas les choses faciles. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la salle, peut-être j'aurais une dernière question sur un peu technique, mais en écho à un hommage qui a été rendu il y a 1 an par Jacques Fraissinet dans la revue de l'IRES. Il a fait un éclairage sur les lois Auroux et essayé de voir justement dans cette idée de est-ce qu'on est dans la continuité ou la rupture, ce mouvement de décentralisation qui s'est fortement accéléré à partir des années 2000. Et avec ce constat que les lois Fillon de 2004, qui amorcent ce grand mouvement de décentralisation, prennent appui sur un dispositif qui avait été inventé au moment des lois Auroux, qui est cette possibilité de faire des accords dérogatoires, qui permettaient sur quelques sujets très précis, c'était très circonscrit à ce moment-là, de pouvoir faire des accords qui puissent être moins-disants pour les salariés, pour qu'ils puissent avoir par ailleurs d'autres avancées ou d'autres progrès sociaux. Et la question qu'il pose dans son papier, c'est justement pourquoi les lois Auroux qui sont reconnues pour tous les progrès sociaux qui lui sont dus, peuvent être associés aujourd'hui à ce mouvement de décentralisation. Alors il évoque 2 hypothèses, et je me demande si on ne peut pas en ajouter une troisième. Une des hypothèses, c'est de dire que ce serait une concession faite à l'époque, de dire on a permis avec ces accords dérogatoires pour rendre l'accord acceptable par les acteurs qui ne souhaitaient pas ces lois, puisqu'on rappelle que ce n'étaient pas des lois qui étaient si consensuelles, même si aujourd'hui elles sont très saluées de manière unanime. À l'époque, il y avait des gens qui s'y opposaient. Est-ce que c'est une concession qui était faite à ce moment-là? Est-ce que c'est le signe finalement du chemin vers lequel il fallait aller? Donc on serait dans l'hypothèse de la continuité à ce moment-là. Ces accords dérogatoires étaient les premiers pas vers une logique de décentralisation où l'entreprise doit devenir le lieu normal de la démocratie sociale. Ou alors, troisième hypothèse, est-ce que finalement on a un peu trahi le projet des lois Auroux en utilisant cette disposition pour poursuivre un objectif qui n'était peut-être pas celui qui était visé par les lois? La dérogation, ça plaît beaucoup. C'est valable pour la vie publique, etc. Effectivement, on n'oblige pas les gens à marcher au pas. Moi, je ne suis pas fermé à l'idée de dérogation parce qu'il peut y avoir des moments particuliers dans la vie d'une entreprise. Il y a un nouveau concurrent qui arrive ou une nouvelle technologie, il faut s'adapter. Alors, moi, je suis favorable à des dérogations limitées dans le temps, négociées et limitées dans le temps.
Mais il faut faire très attention, parce que si vous faites une dérogation, parce que pour une bonne raison, même valable et validée, vous cassez les prix. Eh ben, par rapport au concurrent qui lui jouera le jeu de la règle commune, il y a un déséquilibre et on va vers des désordres. La raison, si vous voulez, la loi Le Chapelier, la Révolution, quand il a supprimé les corporations, c'était pas par hasard. C'est que l'idée, c'est qu'il y avait des corporations qui vivaient très bien. Je vais prendre un exemple, un méchant exemple. Je préfère être salarié à la Caisse des dépôts, ou syndiqué à la Caisse des dépôts, que dans une petite bonnetterie de Roanne. Parce que les conditions de vie, de salaire, de responsabilité, d'intérêt, d'image même, c'est tout à fait différent. Donc, des dérogations, oui, mais il faut mettre de temps en temps des limites, à la fois dans le temps, parce qu'il faut se réorganiser, etc. Et là, surtout, il faut aussi prévoir les choses. Et c'est là que il est important que les comités d'entreprise, les chefs d'entreprise, les bureaux d'études qui travaillent là-dessus, soient assez attentifs à l'évolution des technologies. C'est surtout ça qui me préoccupe, notamment l'intelligence artificielle. Les amis avocats, ils me disent, moi, avant, quand j'avais un procès, je cherchais la jurisprudence. Qu'est-ce qui s'est fait dans les cas symétriques, et j'embauchais un avocat junior, un jeune qui sortait, et dans les 15 jours, il m'apportait le truc. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, je l'ai dans la matinée. Est-ce que je garde mon gars ou pas? Et on va voir, ça va être un tsunami, le numérique. Et il va falloir s'y mettre, tous, d'une manière ou de l'autre. Mais surtout, quand il y aura... Alors, il y a des avis très variés. Il y a eu des premiers avis, on dit il y a 40% de Français ou Américains ou internationaux, 40% d'emplois qui vont sauter. D'autres, ça va être 13%. D'autres, il va y avoir des adaptations. Mais en tout cas, c'est là, et tous les pays, l'Europe et la France, pas la première, et puis les grandes puissances économiques, les Amazon, les GAFA, ou Google, on met des milliards dans les applications pratiques. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Alors, dérogation, oui, mais dans des limites. Alors, parce qu'autrement, si chacun, les corporations, c'était ça l'idée. C'est qu'il y a des corporations de certains métiers qui étaient plutôt bien très nantis et qui vivaient leur petit monde en ignorant le reste du monde. Et si on pousse la politique contractuelle au niveau de chaque entreprise à bout, on peut retrouver des systèmes de coopération avec des puissances économiques qui vivront très bien et qui ne seront pas forcément nationales, si j'ose dire. Donc, je crois qu'il faut aller, mais politique contractuelle, oui, avec des partenaires, avec l'interrogation que j'ai sur les clients, enfin ceux qui passent la commande, et puis, alors, y compris quand c'est à l'État d'ailleurs. Parce que moi, j'ai été maire pendant 4 mandats. Les gens faites un appel d'offres pour un chantier, un pont. Bon, mais on savait déjà qu'il y en a quelques-uns qui vont casser les prix parce que bon, ils auront des travailleurs étrangers qui leur coûtent pas cher dans le BTP, etc. Et donc, et là aussi, on est démunis parce que vous avez le budgétaire qui vous dit mais excusez-moi, là, il y a les mêmes prestations, les mêmes délais. Pourquoi on prendrait le plus cher alors? Ah, mais vous prenez celui de la ville? Ben oui, je vous ai vu déjeuner avec le patron il n'y a pas longtemps. Conflit d'intérêts. C'est pas simple. Enfin bon, voilà, je vous ai en partie répondu, mais avec l'idée de savoir, est-ce que dans l'entreprise, par exemple pour l'économie sociale, il y en a qui vont être secoués par les temps qui courent, c'est les mutuelles. Parce que, bon, avec les désastres climatiques, hydrauliques et éoliens qu'on a eus, ça va être très dur. La Maïf, que je connais bien, il se trouve que le directeur de la Maïf est de mon village, 600 habitants. Bon,
son bénéfice divisé par 4. Et c'est pas fini. Il y a les catastrophes naturelles. Alors, il y a un rapport qui vient de sortir. On va taxer plus pour pouvoir financer les maisons qui s'écroulent sur les falaises, enfin sur les côtes, les inondations, etc. Bourguignon, je ne sais pas si vous êtes bourguignon, mais en ce moment, de ce côté-là, c'est plein d'eau. Hein. Bon, voilà. En tout cas, il y a toujours à faire, mais c'est pas simple. Mais par contre, aujourd'hui, ce qui est dominant pour moi, enfin en tout cas, forcément un peu partisan, c'est quand même la philosophie libérale qui emporte tout. Et on dit, bon, il faut protéger, enfin, on ne veut pas trop toucher, on ne veut pas toucher aux dividendes. Vous savez que M. Arnault, qui a 4 enfants, je crois, 120 millions de capital, vient de créer une fondation qui appartiendra à ses enfants à hauteur d'un quart chacun, ou d'un cinquième s'ils sont 5. Alors, je reconnais que M. Arnault, il a récupéré Boussac, qui était en faillite, hein, était dans notre secteur lyonnais. Maintenant, alors, une fondation, ça c'est bien les fondations, parce qu'on ne paye pas d'impôts sur les fondations. Donc, je pense que la famille doit être satisfaite. Ceux qui travaillent autour de lui, peut-être moins. C'est donc bien ta troisième hypothèse. C'est plutôt la troisième hypothèse, effectivement, et je la communiquerai à Jacques Fraissinet. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être on peut prendre le temps pour des questions dans la salle, s'il y en a moins. Peut-être. Oui, prenez un micro. On peut parler un petit peu fort. Oui. Écoute, je suis un peu sourd, je suis tout enrhumé, donc... Oui, Pablo Santamaria, moi j'ai bu du petit lait en vous écoutant. Alors j'ai pas fait l'IAE, j'ai fait une autre école, mais... C'est pas grave. C'est pas grave. D'une part parce que je préside une association qui s'appelle Diagmed 6000, et c'est une association qui a mis au point un diagnostic RSE qui est compréhensible par des gens qui n'ont jamais entendu parler de RSE. Donc, qui permet effectivement à chaque collaborateur de prendre la parole sur ce qui se passe dans sa boîte d'un point de vue RSE, alors que normalement c'est réservé aux experts de l'AFNOR et compagnie. Moi, je voulais vous interroger, puisque vous venez de parler de l'IA, sur les technologies. Parce qu'il se trouve que je suis rentré sur le marché du travail il y a presque au moment des lois Roux, et au moment de la qualité totale, où on apprenait aux ouvriers à faire des choses intéressantes sur leur poste de travail, donc ils prenaient du pouvoir. Et la perception que j'ai, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées dans le rapport entre les managements et les collaborateurs, et est-ce que vous ne pensez pas que les normes et Excel, ils sont pour quelque chose, quoi? C'est-à-dire qu'en 81, Excel était pratiquement nulle part, il n'y avait pas de micro-ordinateur, enfin, où c'était très peu diffusé. Alors que maintenant, les hommes, ils se parlent à travers des fichiers Excel, pratiquement, hein. D'ailleurs, les lois, enfin, les réunions d'expression, finalement, maintenant, elles ont été remplacées par ce qu'on appelle des enquêtes Pulse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la RH, toutes les startups, elles font des enquêtes. Les salariés disent ce qu'ils pensent, ils ne savent jamais ce que les patrons font de ce qu'ils ont dit qu'ils pensaient. Donc, est-ce que, même avant l'IA, hein, qui va bouleverser plein de choses, et les normes ISO 9030, là, qui ont vraiment durci beaucoup de choses dans les processus des entreprises, quel est votre avis donc sur ces deux rouleaux compresseurs qui, en 30 ans, quand même, ont changé beaucoup de choses avant l'IA? Merci. Alors, d'abord, si vous voulez, ce problème des technologies qui sont plus montantes dans l'expression que descendantes dans la décision. Hein. Bon. Sur le droit d'expression, je n'ai pas voulu l'encadrer. Je vais laisser à la négociation le droit de le faire. Mais j'avoue que là, j'étais très déçu. Le chef d'entreprise, pas chaud pour pouvoir faire ça, parce que ça fait du temps perdu, parce que c'est pendant le temps de travail et sur les lieux de travail. Donc, c'est du temps perdu. L'encadrement, notamment de proximité, dit « Oula, moi je vais me faire engueuler, parce que l'autre jour, on s'est un peu frotté avec les gars, ça va mal se passer. » Et quelque chose que je n'avais pas prévu, qui m'a été expliqué, parce que je continue à écouter, c'est que des gens modestes, mais à tous les niveaux, disent « C'est bien ton idée, mais moi je ne sais pas parler en public. » Et si jamais je dis une bêtise, alors là, on va se moquer de moi, et je vais porter ça toute ma vie en disant « Il a bafouillé, il s'est trompé de mots, etc. » Donc il y a ça.
Et alors, donc, moi, c'est pour ça que je suis très favorable. Une anecdote, j'aime bien ça. C'était, pour une grande expression, c'était des amis africains qui me disent, un jour, on l'a fait, nous, mais tu sais, comme on ne veut pas que les gens sachent qui a parlé, on fait la nuit sous le baobab. Alors, bon, c'est difficile à transposer chez nous, mais c'est symptomatique. Mais les gens qui hésitent à parler, et puis surtout si c'est enregistré, bon. Mais d'une manière générale, moi je suis pour la relation visuelle, physique. Parce que le reste maintenant, tout se passe par, messagerie, par téléphone, par visioconférence. Je suis encore invité visioconférence, mais ça commence à me fatiguer sur justement l'espace social européen. Et on se trouve nulle part. C'est-à-dire qu'on est tous en visuel. Alors, on ne sait pas si vous êtes toujours en train d'écouter ou pas, ou faire autre chose. Donc, il n'y a pas cette dimension humaine de la relation. Et ça, c'est un problème de société en général. J'avoue que c'est quelque chose qui me manque. Et alors, cette technologie qui envahit tout, on va dire maintenant, je reviens de ma province, moi, ouais, je prends le TGV, il y a 9 sièges sur 10 sur lesquels il y a un ordinateur, il y en a 1 sur 10 où ils regardent des bêtises, et puis les autres qui travaillent. Alors si c'est du télétravail dont on parle pas, celui-là. Mais ça veut dire que là, il y a ces échanges aussi, donc on met dans n'importe où maintenant, on est dans le... Je ne sais pas jusqu'au jour on ne va pas avoir le besoin de se retrouver, j'allais dire presque physiquement, pour pouvoir changer. Parce qu'il y a les psychologues vous diront, il y a des signes non verbaux dans l'échange. Il y a le regard, la grimace, la fatigue, les rides. C'est un langage non verbal qui est parfois très éclairant. Très éclairant. Les psychologues savent très bien faire ça, savent bien comment il faut analyser tel ou tel comportement. Donc c'est quelque chose qui a été gommé, sinon disparu, mais gommé. Et le problème, c'est aussi qu'il faut qu'on reprenne, qu'on maîtrise ces outils, et non pas qu'on se les laisse imposer. Sans compter le coût, quand même. J'ai un petit-fils qui est dans le domaine de l'informatique et des réseaux. Il m'explique la consommation d'énergie que représentent les réseaux, les plateformes. Alors au début on a commencé, c'était très bien dit, qu'on a la région parisienne, vous aviez une plateforme ou un site de data, et ça, comme il faut refroidir les ordinateurs, on récupérait la chaleur pour un réseau de chaleur urbain. Mais c'est que maintenant on en aura tellement de réseaux, je ne sais plus combien il y a en France, il y a plus de 1000 déjà sites, et dans des pays, et donc ça consomme de l'énergie plus que beaucoup d'autres choses. Et là, je note qu'il y a un silence pieux sur cette énergie-là. En vos bagnoles, oui, mais les centrales de données, ah non. Oui, si, il y a à faire. Une autre question ? Bonjour, ça marche ? Moi je travaille pour un député qui veut rouvrir la brèche sur la codétermination spécifiquement. Pardon, j'entends mal. Oui. Pardon. Je travaille pour un député qui veut rouvrir un peu le travail sur la codétermination. Et donc moi je voulais revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, simplement, enfin, vous l'avez dit un petit peu, mais en gros, pourquoi vous êtes contre, pourquoi éventuellement vous n'êtes pas convaincu par les modèles européens qui s'en rapprochent, et est-ce que vous pourriez un petit peu développer la nuance que vous avez évoquée tout à l'heure entre conseil de surveillance, conseil d'administration, et pourquoi vous préférez le conseil de surveillance avec des salariés ? Je ne suis pas fermé au fonctionnement économique des entreprises. On s'achète, on se vend, c'est les aspects sociaux, à la fin, comment les choses se passent. Pour le reste, effectivement, je reste attaché au conseil de surveillance, soit 50%
des actionnaires et 50% des salariés, en faisant attention qu'il y ait à la fois l'encadrement, le personnel de base, que ça soit représentatif de l'entreprise. Mais alors il y en a qui sont à 30%. Le problème, c'est aussi de vouloir trouver des volontaires. C'est pas aussi simple parce que tout à l'heure on disait, il faut aussi que les gens aient des connaissances techniques, des connaissances économiques et parfois un peu extérieures aussi. Parce que c'est bien dans une entreprise de savoir ce que la concurrence est en train de faire pour pouvoir. C'est pour ça que l'information des délégués syndicaux, enfin des représentants du personnel, c'est quelque chose de fondamental. Autrement, c'est le récital du chef d'entreprise et puis bravo. Donc, si on veut enrichir le dialogue pour de bonnes conclusions, il faut que les gens. Alors, il y avait les documents d'information, mais qui doivent être. Puis alors, il y a le problème aussi de la confidentialité. Supposez qu'une entreprise dans le BTP, dans la mécanique ou l'électronique est en train de préparer un projet plus ou moins secret ou à racheter un concurrent, etc. Si, à la sortie du conseil de surveillance, ou il y a quelqu'un qui sort et dit on va racheter telle boîte, ça vient même d'arriver, paraît-il, à un député qui est président de la commission, d'une commission qui est allée chez Hanouna, qui est un philosophe, pour expliquer ce qui était dans la commission. Le président de la commission, j'en ai présidé aussi, il doit faire quand la conclusion est faite par la commission. Après, il est porte-parole de la commission. Il est allé vendre sa salade avant. Et là, donc, il y a des problèmes de confidentialité. Moi, je les avais un peu sous-estimés au départ. Et dans un monde qui change avec des technologies qui évoluent tout le temps, certains syndicalistes m'ont alerté en disant c'est très difficile pour nous. Y compris quand on redescend dans l'atelier, on dit alors il y a du nouveau. Oui, mais enfin bon, on va voir, c'est pas. Voilà. Il y en a qui souhaitent pas du tout prendre des responsabilités. La vie économique est complexe, de manière générale, et surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Et puis, il y a de la manipulation aussi. Il y a des gens qui savent bien jouer du violon avant pour les endormir. Encore une question? Si, il y en a pas, je prends. Allez-y, allez-y. Je voulais demander quelque chose. Vous bonsoir, monsieur Auroux. Je suis assez honoré de vous parler. Je suis né en 81. Ma famille est de Nevers. Je ne vais pas tout faire, mais voilà, c'est marrant. Donc moi, je suis vraiment la génération Mitterrand. Et ce soir, bon, je suis aussi un de vos produits, puisque je suis un ancien délégué du personnel, délégué syndical, et tout ce que vous avez raconté, ça a été beaucoup d'écho en moi. J'ai connu la discrimination, tous les camarades, tous les petits copains qui viennent pleurer sur tous leurs déboires dans leur vie professionnelle, et aussi la défense de ceux qui sont licenciés. Et ma question, c'était pourquoi, est-ce que c'était quelque chose, quand vous avez fait toutes ces lois, sur le CHSCT et tout ça, pourquoi ne pas être allé, et justement ça aurait, je pense, attiré pas mal de gens vers le syndicalisme, pourquoi ne pas être allé vers l'interdiction totale de licencier un délégué du personnel, ou au moins un délégué syndical, et pourquoi avoir conservé ce déséquilibre entre le pouvoir du patronat, qui a un arsenal juridique, des connaissances juridiques que n'ont pas, justement, vous venez de l'évoquer, les délégués au départ, et il faut se former. Pourquoi avoir conservé ce déséquilibre entre tout l'arsenal qu'ils ont pour arriver à licencier un délégué du personnel et un délégué syndical? Je vais faire simple. En gros, on appelle ça protéger, mais c'est juste reculer pour mieux sauter. C'est qu'en gros, il faut passer par l'inspection du travail, ensuite ça va au ministère, et si le ministère dit encore non, il peut encore aller jusqu'à
le tribunal administratif. Là où un pauvre petit délégué syndical comme j'ai été se retrouve devant, non, on va te licencier, puis ça prend juste un tout petit peu plus de temps, et puis en fait, une fois que tu es sorti, tu n'as plus d'armes. Pourquoi ne pas être allé jusqu'à interdire le licenciement d'un délégué syndical? Alors bon, vous avez largement raison, simplement je veux dire que je ne pouvais pas tout faire non plus. Hein. Refaire un tiers de code du travail, c'est déjà quelque chose, puis faire passer les lois aussi. Mais là, sur ce problème des délégués protégés, alors il y a quand même un certain nombre de protections. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, ça je reconnais. La question m'a été souvent posée en disant, si vous voulez, d'abord ça ne pourrait, si on y allait, je ne suis pas fermé, si on y allait, il faudrait donc limiter ça dans le temps. C'est-à-dire pendant son délai, parce que si il se sent installé à vie, il aura tout permis. Mais effectivement, je reconnais qu'il y a des procédures. Alors, la procédure est assez longue quand même. Elle est plus facile pour le chef d'entreprise que pour le délégué, ça je reconnais volontiers. Moi, je crois qu'il faut, parce que ça a été tendance à être allégé. Je rappelle, il y a aussi quelque chose qui m'a choqué dans les ordonnances Macron, c'est qu'on fournissait un modèle de lettre de licenciement. Alors ça, j'avoue que vous trouvez ça sur Internet, comment je peux virer quelqu'un? Vous inquiétez pas, il faut dire, mais je ne comprends pas que des députés laissent passer ça. Enfin, qu'ils prennent au point la peine de l'écrire lui-même, et pas simplement de cocher des cases, enfin j'exagère à peine. Hein. Bon. C'est quand même encadré là. Voilà. Alors pour le reste, oui, ça peut être limité. Ça dit, c'est pas si simple, parce que j'ai connu des délégués syndicaux, j'en ai connu chez moi où j'avais des vigoureux, qui effectivement cherchaient la provoque. Mais c'est très marginal. Il y a quelques artistes comme ça, si j'ose dire, quelques exotiques, qui cherchent la bagarre. Mais c'est pas la majorité. L'image que j'ai de délégués syndicaux qui soient centraux ou locaux, c'est une image positive. C'est même pour ça qu'il n'est pas reconnu correctement et pas suffisamment protégé. Alors je dirais, vous êtes élu pour un mandat, pour un tel mandat, après le licenciement ne peut pas se faire aussi facilement. Le veto pendant la durée du mandat électif et après la procédure existante. Mais bon, si vous voulez, c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu quand j'ai fait la loi d'amnistie avec Badinter? C'est vrai qu'il y avait eu des yeux pochés, bon, alors le patronat, j'ai dit, écoutez, il y en a eu quelques dizaines d'opérations, mais c'est vrai que amnistie, donc ils ont tous les droits, nous rien, parce que chacun défend sa boutique. Non mais là je pense qu'il y a une évolution à faire, ne serait-ce qu'à plus de la VAE, éventuellement des moyens dont je parlais pour la vie syndicale. Il faut, et si on veut avoir des partenaires, surtout si on les met après dans des instances de gestion, comme le conseil de surveillance, il faut qu'ils se sentent à l'aise. Hein. Et puis, là aussi, le délégué syndical qui est dans l'entreprise, qui est là, qui vit tous les jours, et qui n'a pas plus de poids que l'actionnaire qu'on voit une fois ou deux par an, ça me choque. Ça me choque. D'ailleurs, je pense que pour être actionnaire, le mot actionnaire veut dire quelque chose pour moi. Un actionnaire, c'est quelqu'un qui devrait connaître l'entreprise et la vie de l'entreprise, et pas simplement un exotique américain ou anglais ou qatarien qui a mis des sous et qui décide de votre destin, de votre place. Là, il faudrait au moins qu'on puisse valider l'intérêt qui porte l'entreprise est d'un intérêt durable. Et maintenant, vous avez des machines des algorithmes qui gèrent les actions. Il y en a une qui monte, qui descend, c'est même pas quelqu'un même pas un trader, hein. Ça se fait automatiquement. Il y a plus de la moitié des actions dans le monde qui sont gérées par informatique et l'intelligence artificielle.
Philippe, une dernière question? Alors une dernière, je vais me lever aussi moi, et juste à propos d'une proposition dont vous avez peut-être connaissance d'une avocate en droit social, Emmanuelle Barbara, Oui. qui propose de modifier le lien de subordination en lien de coopération. Alors là, c'est pas 30% du Code du travail qui est remis en cause, c'est probablement 90%. Mais comment vous vivez ça, comment vous pensez ça? Ça date de 2017, sauf erreur, mais ça prend pas pour l'instant. C'est bizarre. Alors, la question de la subordination, c'est une question générale. Est-ce que le citoyen est subordonné au pouvoir politique? On voit bien qu'il y a des obéissances. Alors, dans la nature, surtout latine et française, on n'aime pas la subordination. Mais je veux être sûr que le mot coopération, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Et à un moment, il y a un arbitrage. Qui le décide? Si on dit, bon, il faut augmenter de 10 ou de 15% les salaires. Est-ce qu'on peut? On ne peut pas. Supposer qu'on puisse augmenter de 10%. Bon, il y en a une partie qui dit oui, une partie qui dit non. Et est-ce qu'il y a l'arbitrage? C'est pour ça que je me méfie beaucoup des médiateurs, des gens extérieurs qui viennent là, prennent un peu la température de l'entreprise et puis décident à la place des décideurs. Hein. Je suis très prudent là-dessus. Et alors, on voit, quand je disais l'évolution du salaire des salariés, vous avez là aussi des choses très compliquées. Vous avez des salariés qui travaillent pour des multi-entrepreneurs, et ont plusieurs entreprises. Vous avez le portage salarial. Qu'est-ce que c'est le portage salarial? Il y a peut-être qui connaissent là. C'est vous avez un prestataire de service qui vous fait vos feuilles vos déclarations, vos feuilles de paye, etc. et qui vous met en relation avec le vrai donneur d'ordre. Ce qui fait que vous avez deux subordinations d'une certaine manière, mais ils ne le reconnaissent surtout pas. Hein. Vous avez les freelances qui disent, moi je suis auto-entrepreneur, je veux pas une réaction de subordination, je veux une relation commerciale. Je porte une prestation, je vous remets d'aplomb votre informatique, bon, ben je suis commercial, c'est une relation commerciale et pas de subordination. Donc c'est une chose très difficile, on ne trouve pas. La seule réponse que j'ai, moi, c'est la politique contractuelle où on met les gens autour de la table, autour des projets connus, étudiés, partagés, etc. Mais il y aura toujours quelqu'un pour arbitrer à la fin du compte. Il y aura toujours quelqu'un pour arbitrer. Alors vous pouvez arbitrer en faisant une grève dans l'usine, hein, ou dans l'atelier, ou dans le bureau. Mais les relations sociales sont complexes. On les voit bien aussi dans la vie quotidienne, les relations sociales. Tout à l'heure, j'étais avec un taxi qui m'a amené, d'ailleurs, pour venir en taxi, c'est quelque chose, hein, à cette heure-là. Comment ça se passe avec le voisin à côté, ou la moto, ou le scooter, les relations sociales? Mais attendez, moi je suis professionnel, vous m'emmerdez avec votre scooter. Donc il y a des relations de hiérarchie qui sont souvent des relations de pouvoir, d'ailleurs. C'est pour ça que la bonne réponse, c'est le partage du pouvoir, le pouvoir économique. Et ça, c'est-à-dire ceux qui l'ont aujourd'hui sont tellement puissants qu'ils ne poussent pas à ce qu'ils se partagent. On vous le dit tout de suite. Je sais pas, c'est quelle heure? Je suis à votre disposition, mais...